Le jardin au naturel. Voilà comment on l'a intitulé. Alors c'est un sujet très vaste qui peut nous amener vers beaucoup de références, beaucoup d'influences. Donc je vais essayer de faire une petite synthèse de toutes ces influences et puis de vous proposer quelques pistes de réflexion en introduction avant d'avoir l'intervention de Florian qui présentera un jardin et une réalisation dans le département, donc qui permettra d'avoir un exemple. Et puis l'intervention de Julie Massé qui vous présentera une approche plus technique et plus pratique sur comment faire. Alors, je vous propose une première définition qui est la définition du jardin qu'on trouve dans le Larousse. Un terrain souvent clos où l'on cultive des légumes, des fleurs, des arbres et des arbustes fruitiers et d'ornements ou un mélange de ces plantes. Alors, le jardin, il répond à des objectifs variés, effectivement. On peut avoir un jardin d'agrément, un jardin nourricier, un jardin contemplatif, un jardin de repos. On a tous en tête toutes ces images de jardin. Ça nous appelle aussi à des souvenirs, des lieux qui nous ont marqués, des voyages, des envies. Le jardin, c'est avant tout le lieu où le jardinier a envie de s'exprimer et de profiter d'un lieu où il a la possibilité de l'aménager. Alors cette définition, je la trouve un peu juste parce qu'il manque quand même tout un pan qui est toute la richesse que peut proposer le jardin, toute cette notion de richesse du vivant, de dynamique du vivant. Et c'est cette particularité-là qu'on va essayer d'explorer ce soir pour montrer jusqu'où on peut aller, pour aller au-delà, pour aller autrement dans notre façon de voir le jardin. Alors notre façon de voir le jardin, elle est influencée et elle est surtout marquée par le contexte. À chaque contexte, à chaque grande période de l'histoire, les approches sur le jardin ont été différentes parce que c'est une réaction, c'est une adaptation de l'homme à son contexte et à son environnement. Quelques exemples, les jardins du Moyen-Âge, on voit ici l'abbaye de Fontevraud. À cette époque trouble de guerre, les jardins se protégeaient dans l'enceinte des abbayes, des châteaux forts, des monastères. Donc on retrouve un jardin assez cadré, ordonnancé, effectivement très clos. Très contraint par ce contexte. Alors ensuite, il va s'ouvrir un peu plus sur le paysage. On a ici un exemple, la période de la Renaissance. Suite au voyage en Italie, le jardin à la française va s'inspirer du jardin à l'italienne. Et avec Louis XIV, on va être dans l'expression du jardin qui représente le pouvoir, la monarchie absolue. Et donc, on a un jardin rigide où la régularité va marquer la façon de concevoir et d'aménager des jardins et où on va exprimer le pouvoir de l'homme sur la nature. On va chercher à cadrer et on voit ici à Chenonceau, on est sur les rives du Cher et on installe une terrasse de 12 000 m² où on va ordonnancer le paysage et le structurer. On va par la même occasion devoir y mettre des moyens considérables. En réaction, le siècle des Lumières, on retrouve en Angleterre cette approche qui est non plus de contrôler la nature, mais plutôt de représenter la nature. Donc on va retrouver ici, avec l'influence des Lumières, donc des philosophes, des poètes, des aristocrates qui se prennent de passion pour le jardin et qui vont bannir du jardin tout ce qui est structuré, tout ce qui est symétrique, ordonnancé, pour être plus dans la représentation. On va retrouver aussi la première forme du AA, qui est l'ouverture sur le paysage, cette façon d'être dans un jardin clos et de prolonger le jardin par la vue vers le paysage. Donc c'est l'engouement aussi de l'esprit romantique, d'un idéal romantique du paysage et du jardin sauvage. L'ère industrielle, ensuite, avec les progrès techniques et ce besoin de développer les connaissances en botanique. Donc, à la fois, on va pouvoir construire des serres et on va pouvoir acclimater, faire des collections de plantes et retrouver ce sont les premiers parcs publics qui vont être conçus et qui vont accueillir et donner cette première vision, on va dire, du jardin public où on accueille et où on donne à voir ces connaissances.
Après-guerre, les jardins ouvriers, là aussi un contexte de reconstruction, un contexte trouble aussi, où il faut donner cette envie de retour à la nature et cette possibilité au plus grand monde, avec ces parcelles de jardin, de partager, de cultiver et d'avoir, avec cette fonction sociale, de se retrouver autour de la production et du besoin de production alimentaire. Voilà, on voit qu'avec voilà, en quelques slides, l'histoire des jardins est bien plus riche, mais c'est juste pour se dire, on a à chaque contexte historique une façon, une réaction qui se retrouve dans la façon de faire le jardin. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de se demander aussi comment nous, on va travailler avec ces influences. Alors, plus près de nous, l'influence d'un paysagiste qui est Gilles Clément, qui va développer plusieurs concepts. On est au fin du XXe siècle. Un premier concept qui est le jardin planétaire, qui voit le monde comme un jardin, avec l'homme qui est son jardinier. Donc, le monde est un espace fini, un espace clos, et l'homme va devoir trouver un équilibre pour jardiner le monde sans aller au-delà des capacités de cet espace qui nous est donné. Il développe aussi cette idée de jardin en mouvement, une philosophie qui redéfinit aussi le rôle du jardinier en accordant une plus grande place à l'observation. Qu'est-ce que me propose mon jardin? Qu'est-ce que je peux faire? Donc c'est faire le plus possible avec et faire le moins possible contre la nature, contre le jardin. Et puis ici, c'est l'exemple à Saint-Nazaire du jardin du tiers paysage, qui est un troisième concept développé par Gilles Clément, avec tous ces délaissés de l'homme finalement, qui sont pour beaucoup plus riches en biodiversité que tous ces espaces qu'on essaie de jardiner à côté et que l'homme s'est approprié. Donc faire de ces espaces délaissés et apprendre de toutes les richesses naturelles qu'on peut retrouver dans un site que l'homme n'a pas cherché à travailler, à maîtriser, à contraindre. Voilà un peu des approches qui vont arriver aujourd'hui à nous poser la question de pourquoi jardiner autrement. Déjà, jardiner, c'est bien. On est content de jardiner. Je pense que si vous êtes ici, c'est que vous avez envie de jardiner. C'est peut-être un rêve, peut-être une réalité. Mais pourquoi autrement ? Voilà, une photo qui pique un peu les yeux. Mais c'est aussi une réalité. En France, on a... ce rêve de cette maison avec un jardin. Et pour beaucoup, on a la chance d'avoir ce jardin. Mais la problématique, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce jardin? Parce qu'aujourd'hui, l'homme passe beaucoup de temps encore à tailler, à tondre et à maîtriser son espace. Il y a la tentation du minéral, du sans entretien, du facile, de ce que la jardinerie va proposer, de l'offre qu'on a et sans avoir assez de connaissances pour aller au-delà. Donc cette réalité-là, elle est intéressante puisque on va se poser la question de toutes ces surfaces qui vont être, comme on voit ici, une pelouse rase qui va offrir très peu de biodiversité, de vie, de vivant. On est sur un espace aseptisé où on a voulu contrôler. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour aller au-delà? Comment est-ce qu'on peut retrouver cette notion de coopération avec la nature qui, on le voit, a déjà été... Alors pourquoi autrement surtout? Quel est l'enjeu d'aujourd'hui? On a vu chaque contexte, un enjeu. Aujourd'hui, quel est notre enjeu? L'espèce humaine est un élément de la biodiversité. Et nous dépendons, on voit parmi tous ces petits pictos, on est tous liés. Et tous ensemble, on forme une biodiversité avec des écosystèmes qui sont en interrelation et qui interagissent les uns avec les autres et qui sont dépendants les uns des autres. Donc l'humanité a besoin de cette biodiversité pour vivre confortablement et durablement. Alors aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il y a une chute de la biodiversité et qu'elle est en danger. Alors, cinq grandes causes. Le changement de destination des terres et des mers, la surexploitation des ressources,
le changement climatique, les pollutions, les espèces exotiques envahissantes. Toutes ces causes de chute de la biodiversité font que nos modes de vie ne sont pas durables et sont un risque pour la pérennité de l'humanité et du confort de l'homme. Alors, comment on peut agir? L'urgence est avérée, mais on voit qu'il y a plein de petits gestes, d'axes, d'actions. Et cela, ce n'est pas un hasard, je les ai mis en lien avec le jardin, avec l'espace naturel, en lien avec ce que l'on peut faire, nous, au quotidien. Puisque jardiner autrement, c'est bien jardiner en faveur du climat et de la biodiversité. C'est avoir une démarche individuelle dans son espace qui va contribuer à notre bien-être individuel et immédiat, mais aussi à un bien-être collectif et durable sur le long terme. Alors, la place du vivant et ces enjeux-là, on voit bien, ils commencent à être partagés. La collectivité s'en empare et on voit bien que dans notre quotidien, ça évolue. Notre cadre de vie évolue déjà. Tout ce qui est espace naturel, exemple ici, la réserve naturelle du lac de Grandlieu, il y a un cadre légal qui protège cet espace, qui sanctuarise. Dans la ville, on prend ces axes-là aussi pour développer des espaces publics qui vont être en lien avec, qui vont proposer une qualité dans notre façon de vivre la ville et les espaces urbanisés. Ici, le Jardin des Cinq Sens à Nantes, qui est un lieu qui va réunir différents équipements publics autour et qui va être en lien notamment avec différentes petites trames qui vont relier la Loire, et on va intégrer ces espaces et la place du vivant dans un cadre plus large. La place du vivant, on voit aussi, on travaille actuellement au CAIE sur la question des cours d'école. Ce sont quand même des lieux qui petit à petit sont devenus de plus en plus stériles, de plus en plus vides et plats, et où aujourd'hui on commence à travailler sur les questions, on essaye d'aller toujours plus loin sur les questions de renaturation et de revégétalisation de ces espaces. Ici, une école maternelle à Fégréac où on a un verger qui est proposé pour les espaces de récréation des enfants. Donc ça, c'est des choses qui évoluent. Alors on peut se demander aussi dans notre quotidien, petit à petit, on commence à faire une place dans nos espaces, au pied de nos maisons, sur le trottoir, dans nos rues. Petit à petit, la façon d'entretenir les espaces publics évolue. Dans ma rue, il y a encore des sauvages qui sont laissés spontanément. Mais l'année dernière, il y a encore un voisin qui a trouvé le moyen de tout traiter parce que ça dérangeait. Donc on voit bien que les choses commencent à évoluer. On essaye, on avance, mais il faut encore aller plus loin. Et surtout, derrière le mur de nos jardins, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que nous-mêmes, on a déjà amorcé cette transition, cette façon de faire autrement, parce qu'on voit bien que les pratiques sont ancrées, les influences sont bien là. Donc, comment est-ce que nous, on peut progresser ? Alors, l'enjeu, il est quand même important parce que les jardins français couvrent plus d'1 million d'hectares. Ce qui représente, mis bout à bout, toutes nos petites parcelles, l'équivalent de 4 fois la superficie de toutes les réserves naturelles. Donc on voit bien que tous nos jardins mis bout à bout, c'est un potentiel, un levier énorme d'action sur la qualité de notre cadre de vie, pour la biodiversité. C'est aussi autant de jardiniers. À Nantes, c'est 30 000 jardiniers pour les jardins. Et c'est... voilà, alors... Le jardin, on pourrait le voir comme une entité isolée, close, une entité, on va dire une petite pièce, mais c'est bien une petite pièce d'un grand puzzle. Donc ici, le jardin, une entité isolée, oui, mais la biodiversité ne s'arrête pas au mur ou à la limite de notre jardin. Il y a une continuité. Donc notre jardin, il se renforce déjà avec ses voisins, au sein d'un îlot. Ensuite, cet îlot, il est une partie d'un quartier. Et cet îlot, il va être en interrelation avec peut-être des cours d'eau, peut-être des trames végétales. Donc, ce quartier, chaque travaille sur
chaque petit jardin va contribuer à l'échelle de l'îlot, du quartier et aussi à l'échelle du grand paysage. Voilà pourquoi l'enjeu de travailler chacun individuellement sur nos jardins a un impact à plus grande échelle. Alors, avant de passer la parole à Florian et Julie, je vais vous proposer quelques pistes pour jardiner autrement, en se disant, en ayant en tête que pour choisir la biodiversité dans son jardin, on a 3 types de possibilités d'action. À chaque fois qu'on a un choix à faire pour son jardin. Ça va être tout ce qui va être les choix d'aménagement, donc la conception, quand on va penser à l'aménagement de notre jardin, tout ce qui vont être les choix de plantation et ensuite les choix de gestion. Et à chacune de ces étapes du jardin, qui sont parfois pas forcément toujours dans cet ordre-là, hein, le jardin il vit, il évolue tout le temps. Donc à chacune de ces étapes, on va voir qu'on peut faire des choix et on peut choisir la biodiversité et on peut choisir le vivant pour notre jardin, avec toujours en tête cette action individuelle qui va avoir un impact pour le cadre de vie commun. Alors par exemple, les perméabilités des limites. D'ailleurs, est-ce que la limite est obligatoire? Est-ce qu'on a vraiment besoin de cette limite? Ou en tout cas, est-ce qu'on peut favoriser des passages? Par exemple, le hérisson, il faut savoir que son aire vitale, elle peut aller jusqu'à 2 hectares, même en ville. Donc 2 hectares, vous imaginez le nombre de murs qu'il va devoir traverser. Il peut faire 2 à 3 kilomètres en une nuit. Donc voilà, c'est un exemple directement lié aux clôtures, mais les limites, les bordures sont aussi tout ce qui est les haies, les trames végétales préexistantes qu'on peut favoriser et qu'on peut choisir de ne pas casser ou limiter par des clôtures trop rigides et trop fermées pour la biodiversité. Les choix d'aménagement, ça va être aussi tout ce qui est favoriser la perméabilité du sol. On va avoir des choix d'aménagement, on a besoin de faire passer une voiture, on a besoin de circuler, on a envie peut-être d'avoir les pieds au sec l'hiver. Qu'est-ce qu'on va choisir comme revêtement? Quel équilibre on va trouver sur sa parcelle pour avoir un bon équilibre entre ce qui va être perméable ou en tout cas ce qui va favoriser un maximum la perméabilité, le passage de l'eau et surtout les échanges entre l'air et le sol. Toutes les infractuosités, tous les petits interstices vont avoir un rôle et vont contribuer à alimenter le sol et à le laisser vivant. Alors ici un exemple qui est un jardin qui a été conçu par Benjamin Penaud, La Plume et le Sécadeur, qui s'appelle Jardin comestible étagé. Vous voyez l'existant, un jardin avec une pelouse rase très ouverte, avec une tonte systématique, et ce travail du sol, favoriser la vie du sol. Donc ça a été le travail du paysagiste, de travailler sur les différentes parties du jardin pour adapter au mieux la vie du sol à ce qu'il va proposer dans son projet. Et apporter aussi du paillage, de la couverture sur le sol, mais aussi des engrais verts. Et travailler le jardin par étapes. Favoriser la vie du sol et aussi favoriser la diversité des milieux dans ce même jardin. C'est une mare qui a été creusée. Une mare, c'est un trésor de biodiversité et dans un jardin, ça a différentes fonctions qui vont apporter aux jardiniers beaucoup de choses sur la gestion de l'eau, l'infiltration de l'eau, la régulation, mais aussi toute la faune spécifique à une mare. Alors, on parle de la faune, favoriser l'accueil de la faune. Ici, un exemple du lézard. On parlait du hérisson avec un tas de bois qui peut être un accueil propice à la vie de beaucoup d'animaux. Et ce qui est intéressant, c'est non pas de voir juste le lézard ou juste le hérisson ou juste l'homme dans son jardin, ce qu'on a envie de voir ou pas comme animaux qui sont plutôt mignons ou qu'on veut bien voir et ceux qu'on n'a pas trop envie de voir. Mais c'est de se rendre compte de cette chaîne, de cette interdépendance entre les insectes, les petits mammifères, toutes les différentes strates de cette biodiversité qui sont encore une fois interdépendantes. Et si j'accueille le lézard, si j'accueille le hérisson, la chauve-souris, je vais en avoir des bénéfices pour la globalité de mon espace et la diversité, la vie qui va s'installer dans mon jardin. Alors, dans les choix de plantation, ce qui est intéressant, on a parlé d'observer le jardin. Ici, c'est un jardin à Épinay-sur-Seine, mais c'est un jardin, ce sont des anciens jardins potagers, des anciens jardins de particuliers privés qui aujourd'hui ont été réaménagés, justement, repris par la ville. Et ici, on voit qu'on croise à la fois la trace des arbres fruitiers, mais aussi tout ce que cette réserve a laissé se développer comme
végétation spontanée, sauvage. Et on voit bien qu'on peut travailler son jardin avec tout ce qu'il peut nous offrir de spontané et de sauvage. Et c'est une grande richesse, puisque c'est une mosaïque d'écosystèmes qui vont se répondre les uns aux autres, qui vont apporter des pollinisateurs, qui vont permettre de continuer à avoir des vergers autour, etc. Donc la capacité à accueillir le sauvage et les spontanés, c'est, je pense, un sujet très important dans nos jardins. Et tous, on est capable plus ou moins de le faire. Donc réfléchissons bien, observons et voyons ce que le jardin nous propose. Les choix de plantation, ça va être aussi bien composé avec les différentes strates végétales. Elles sont toutes importantes et elles sont aussi interdépendantes et elles se rendent des services. Elles nous rendent des services. L'arbre dans un jardin rend des services à l'homme, l'ombre, la fraîcheur, la régulation de l'eau aussi, mais va rendre des services aussi à ses voisins avec les feuilles qui vont tomber, qui vont proposer un paillage. Le pied va être couvert par des vivaces et toutes ces différentes strates, elles sont complémentaires. Donc composer avec ces différentes strates pour améliorer la qualité du sol et aussi la capacité à tous ces végétaux de bien s'installer. Un petit exemple ici, un jardin privé à Rezé de l'atelier Jean Chevalier. Et là, on est sur un patio avec une terrasse et quelques mètres carrés. On voit un plan de plantation avec ces différentes strates de végétaux qui sont associées les unes aux autres avec des arbustes à fruits, des couvre-sols, des grimpantes. On voit que dans très peu de mètres carrés, on peut choisir de dédier entièrement quelques mètres carrés au végétal et à tout ce qu'elles vont pouvoir produire en interagissant les unes avec les autres. Le choix des plantations, ça peut être aussi ce jardin gourmand de la Plume et le sécateur, qui est un jardin gourmand autant pour les propriétaires qui avaient envie de consommer des fruits, d'avoir des aromatiques, d'avoir des fleurs, mais c'est aussi le jardin gourmand pour la faune, pour les insectes pollinisateurs et pour que ce jardin soit encore plus dynamique et vivant. Et ensuite, les choix de gestion. Donc, le terme de gestion différenciée, on l'utilise souvent dans les services, dans les villes, pour gérer les grands espaces, gérer beaucoup d'espaces. Mais la gestion différenciée, elle peut s'adapter à tout type d'espace. Et c'est cette notion vraiment d'adapter la gestion à chacun de nos espaces et de ne pas avoir une gestion homogène sur toute une parcelle, sur tout un jardin. On voit ici, il y a des espaces où on a envie de s'arrêter, de mettre un fauteuil, de marcher. Donc, on va avoir une tonte un peu plus régulière et des espaces de prairie qui vont contribuer à donner l'équilibre avec le reste du jardin. Alors, je voulais vous mettre cette petite initiative parce que la question de la tonte, c'est quand même un sujet, vraiment un gros sujet. Avec ce petit slogan « Gazon tondu, ravage en vue », on voit bien que plus on tond. Alors, il y a la question de la fraîcheur. Il faut savoir qu'un sol qui est à nu l'été peut monter jusqu'à une température de 40 degrés, voire plus, alors qu'un sol qui va être laissé en prairie, on va rester sur des températures de 19 degrés, alors qu'à quelques centimètres, on est à 40 degrés. Donc on a vraiment des capacités à adapter et à avoir un confort et aussi permettre la vie en travaillant sur la tonte. Alors là, c'est une initiative d'un quotidien, c'est belge, qui s'appelle En mai, tonte à l'arrêt, qui propose aux jardiniers au moins dans 1 mètre carré de faire l'essai, de ne pas tondre pendant tout le mois de mai et de voir justement ce que ça peut provoquer et pouvoir comparer et se sensibiliser aux effets d'une tonte différenciée. Et il faut savoir que quand on arrête de tondre pendant 1 mois, on peut voir jusqu'à 10 fois plus d'insectes pollinisateurs dans cette surface. Donc l'intérêt, c'est que l'action, le résultat est quasi immédiat. La vie revient tout de suite. Alors là, les choix de gestion. Le jardin en naturel, c'est quand même arrivé avec cette problématique des produits phytosanitaires, des engrais chimiques. Et la grande règle absolue dans le jardin naturel, ça va être d'arrêter d'utiliser ces produits. Alors aujourd'hui, il y a une loi depuis 2019 qui interdit aux particuliers de détenir, d'acheter et d'utiliser ces produits phytosanitaires. Il y a encore quelques pratiques qui sont un peu ancrées, mais surtout maintenant, il faut essayer et voir comment en faire.
Alors peut-être Julie pourra en reparler, mais cette question-là de gérer différemment, elle est aussi liée à ces enjeux de préserver, principalement de préserver l'eau. Sur les choix de gestion, adapter ces pratiques, je voulais vous mettre ce petit exemple, enfin ce bel exemple du jardin du Marais à Herbignac, qui a été conçu et surtout qui vit depuis plusieurs années, des dizaines d'années par Yves Gillin, avec quelques règles qui sont scrupuleusement respectées. Aucun pesticide ni moteur, tout est manuel. Le sol ne reste jamais à nu, avec donc paillage, on utilise les roseaux du marais, BRF, tonte, du gazon. Pas d'arrosage, pas de bêchage, on utilise des outils adaptés, la grelinette principalement, qui évite, contrairement à la bêche, de couper les lombriques, de travailler trop le sol et du coup de lui faire perdre sa dynamique. S'allier des auxiliaires comme les abeilles, la rotation des cultures et les utilisations des ressources du site, c'est-à-dire des purins d'orties, de consoude et de plantes qui sont trouvées sur le sol. Donc c'est un jardin qui est, je vous conseille d'aller le visiter, qui est très intéressant dans cette dynamique. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire que ça ne se fait pas du jour au lendemain et qu'il faut expérimenter. Je vous ai mis à l'entrée cette BD parmi les références bibliographiques. Un exemple d'un jardin qui, petit à petit, en 10 ans, est devenu une véritable oasis. Et c'est l'auteur qui le raconte. C'était un jardinier inexpérimenté et qui dit qu'il progresse, qu'il évolue pas à pas et qui cherche sans arrêt à s'améliorer et en faisant qu'il a réussi à travailler son jardin, à en faire devenir une oasis. Et ce qui est important aussi, ça va être de faire ses propres choix, de trouver ce qui nous correspond à notre bien-être, à notre jardin, ce qui va nous apporter de la satisfaction et qui va répondre à nos besoins tout en répondant à nos attentes. Et évidemment, le jardin est une source de bien-être, de plaisir et il faut savoir le travailler dans ce sens. Alors, quelques ressources sur lesquelles je vais passer très vite parce que j'ai passé mon temps. Les principes de la permaculture, qui sont les grandes éthiques pour faire avec la nature, prendre soin de la terre, prendre soin de l'humanité et le faire de manière équitable. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 3 éthiques, 12 grands principes. Donc, je vous invite à prendre cette approche, ce concept de permaculture comme une grille de lecture, une grille pour faire vos choix dans votre jardin, avec ici ce jardin à permaculture à 2 saisons différentes, avec la profusion que ça peut apporter, pas seulement sur le potager, mais vraiment dans toute c'est la permaculture, on parle de permaculture humaine aussi, dans notre façon de vivre et de voir notre jardin. La marque collective végétale locale qui permet de réunir des pépinières qui proposent des végétaux locaux qui sont donc en lien avec les régions biogéographiques et donc qui sont tout à fait adaptés à notre jardin si on est bien dans notre bonne région. Les jardins refuges de la LPO, on peut devenir jardin refuge et on signe une charte avec la LPO et on peut vous voyez ici il y a les 15 gestes refuges et c'est même si on n'est pas jardin refuge affiché, on peut s'en servir comme une trame toujours pour essayer d'avancer dans son cheminement pour aller vers le jardin en naturel. Et les centres permanents d'initiative pour l'environnement, les CPIE, dont Julie parlera, qui aussi proposent des ressources. Vous aviez aussi quelques documents à l'accueil sur les grands principes du jardinage au naturel. Et donc, on peut aussi se rapprocher des différents intervenants qui sont ici, avec Florian Proutot, qui est paysagiste concepteur, qui va vous parler d'une démarche de jardin. Allez voir un paysagiste concepteur, voilà, c'est une autre ressource possible pour travailler son jardin. Et ensuite, Florian passera la parole à Julie Massé, qui est animatrice environnement pour l'association Utopie Végétale, et qui anime des ateliers, et qui sont aussi des lieux où on peut évoluer sur son parcours, sur son chemin de jardinage au naturel. Alors, je te passe la parole, Florian.